Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat des contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas. Débat essentiel car on va parler de qualité des soins et des rapports entre l'autorité et la pratique médicale, comment l'une peut influencer l'autre et inversement. Donc débat crucial. La pertinence des soins et l'efficience sont des sujets du moment, portés avec force par Agnès Buzyn. Pour en débattre, Dominique Le Guludec, présidente de la HS, jeune présidente de la Haute Autorité de Santé, nommée le 4 décembre par le président de la République, et Jean-Paul Ortiz, réélu brillamment à la tête de la CSMF, syndicat polycatégoriel comme on dit. L'émission de la HS, qui travaille en ce moment sur son plan stratégique pour 5 ans, vous nous en direz un peu plus, évalue les médicaments, recommande les bonnes pratiques et mesure et améliore la qualité des soins des hôpitaux et cliniques. C'est ces 3 grandes priorités. 2 mots, donc, autorité et pratique. En dehors du médicament, où c'est à peu près clair, quelle est la réalité de l'autorité que représente la Haute Autorité de Santé vis-à-vis des professionnels de santé? Quel est son pouvoir, son influence et en fait sa réelle capacité de mobilisation? On parlera de qualité, mais aussi d'innovation organisationnelle, de télémédecine et de l'implication des patients. Et on verra que les patients en veulent plus. Avant de commencer, notre baromètre BVA mensuel qui mesure le sentiment des Français sur la politique du gouvernement en matière de santé, les choses vont mieux. Il y a un mois, les satisfaits étaient à 29%, ils sont remontés à 37%. Étonnamment, pourrait-on dire, compte tenu des polémiques et des difficultés de l'hôpital et des EHPAD qui sont largement médiatisées. Mais peut-être que les réactions, le gouvernement nous dit qu'il va agir, donc manifestement, ça porte au niveau des Français. Renaud Degas nous livrera au cours de ce débat les autres enseignements du sondage BVA et répercutera les questions et commentaires que vous pourrez poser sur Twitter avec le hashtag #Contrepoint-Santé avec 2 S, Contrepoint-S et Santé avec un S au début. Merci à nos partenaires, Carte Blanche, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Intermutuelle Assistance, MSD et Point Vision. Et maintenant Pascal, la première courte et percutante question. Comme l'introduction. Bonjour Philippe et bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dominique Le Guludec, que nous ne connaissons pas encore très bien. On accepte la présidence, ce sera ma première question si vous le voulez bien, pour vous accueillir. On accepte la présidence de la Haute Autorité de Santé pour l'intérêt de l'institution ou pour être ministre? Je vois qu'on commence fort. Je crois qu'on accepte cette présidence parce que, à mes yeux de professionnels de santé, des hôpitaux en l'occurrence, de PUPH, c'est un outil absolument extraordinaire que notre pays a, d'avoir une agence indépendante qui est là pour outiller les professionnels, pour conseiller les pouvoirs publics en toute indépendance. J'ai considéré que c'était un outil assez extraordinaire et que c'était vraiment un honneur qui m'était fait. Et est-ce que vos collègues médecins universitaires, ou tels que vous l'étiez quelques mois avant, connaissaient réellement le travail de la Haute Autorité de Santé, avaient compris ce qu'elle pouvait faire, comme vous le dites? Alors je crois qu'on la voit sur certains aspects, on ne les connaît pas forcément tous. On connaît très bien son travail sur son rôle dans les remboursements des médicaments, des dispositifs. On connaît bien la certification des hôpitaux, l'accréditation des médecins dans les spécialités à risque. On connaît quand même bien les recommandations, tout le travail sur la pertinence. Maintenant, c'est vrai que tout ce que l'on fait doit être au plus près des professionnels de santé, des équipes. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore une marge d'amélioration pour être mieux connu, en particulier dans le domaine de l'innovation. Il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Jean-Paul Ortiz, Philippe Leduc a dit que vous avez été brillamment élu, mais vous étiez seul. La dernière fois, ça avait été plus compliqué. C'est vrai que la dernière fois, c'était plus compliqué, je comment, vous l'accorde. Pour aller un tout petit peu plus loin, Jean-Paul Ortiz, comment vous expliquez votre élection, en tout cas que vous n'ayez pas eu de challenger? Est-ce que c'est parce que le syndicalisme n'intéresse plus vraiment les médecins, ou alors parce que finalement vous vous êtes imposé à la tête de votre syndicat? Pour la deuxième solution. Mais au-delà de ça, j'ai voulu faire de cette élection qui se fait tous les 4 ans à la Confédération des syndicats médicaux français, non pas l'élection pour un mandat ou pour un homme, mais pour un programme. Et j'ai présenté un document d'une 40aine de pages à mes cadres syndicaux. Et j'ai été très clair avec eux. Je leur ai dit, voilà, si vous votez, vous avez bien entendu
libre choix de vous abstenir ou de ne pas voter, mais si vous votez, voilà quelle est ma vision d'aujourd'hui et vers où je pense qu'il faut que la profession médicale aille, en particulier dans le milieu libéral. Et je me félicite d'avoir recueilli 80% de mandats sur un programme. Parce que je pense que c'est ça qui est important. Peu importe ce que, à titre individuel, on peut faire dans une structure, une institution qui compte autant que la CSMF aujourd'hui dans le monde de la santé, et depuis presque 90 ans maintenant, ce qui est important, c'est quelle vision on porte et vers où on veut aller. Vous savez, et je voudrais rajouter, oui, allez-y. Excusez-moi Pascal, je voudrais rajouter un mot à ce que disait Madame Le Gul-Ludec. En tant qu'ancien de l'HAS, que j'ai quitté il y a 5-6 ans, où j'ai passé probablement une dizaine, voire une douzaine d'années de ma vie les plus passionnantes. Qu'est-ce que vous y faisiez ? En tant que professionnel de santé. Alors j'ai d'abord été expert visiteur dans la toute première génération pour ce qu'on appelait à l'époque l'accréditation des hôpitaux. Et puis après, je suis rentré dans le conseil scientifique de l'ANES. Nous étions encore rue nationale. Mais vous n'étiez pas membre du collège parce que vous aviez regretté. J'ai pas fini. Et ensuite, je suis passé à la haute autorité de santé, à la commission de certification des établissements. Il ne nous avait quand même pas, je le dis, Jean-Paul Ortiz, il ne nous avait pas échappé qu'il n'y avait plus de médecins libéraux à la tête de la haute autorité de santé. Je le dis clairement, je l'ai dit à l'époque et je le redis. Je me suis d'ailleurs accroché avec Agnès Buzyn à l'époque quand elle était présidente de la haute autorité de santé. Je dis que c'est une erreur politique majeure, et j'appelle d'ores et déjà la ministre actuelle qui connaît bien la maison de la haute autorité de santé à corriger cela au plus vite. Parce que je pense qu'on ne peut pas éviter le mécanisme des profiteroles au chocolat. Oui, Philippe va me laisser poser la question. Alors justement, Pascal. Non, mais je voulais simplement... Et puis, je vous livre, mon cher Philippe, Jean-Paul Ortiz et Dominique Le Gul-Ludec. Dans la période actuelle, on dit que les corps intermédiaires, c'est-à-dire en réalité des gens comme vous, les syndicats, dans la période actuelle, c'est-à-dire sous la présidence de notre président, Macron, ça n'a plus vraiment... ils n'ont plus un rôle à jouer. Parce que vous pensez que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était mieux ? Bon, c'est votre réponse. Alors, question, mais c'est nous qui posons les questions, Dieu merci. Je peux quand même répondre en se matchant, non ? Voilà. Alors, non, justement, le problème principal, c'est ce que dénonce, ou déplore tout le moins la ministre, c'est le gaspillage, c'est les actes inutiles, c'est l'hétérogénéité des pratiques que développe très très bien Jean Carvazoé dans son livre qui vient de sortir, là, qui est sorti hier, je crois. Il y a une conférence de presse dans quelques jours, voilà. Le 2 ou 3 mai. La coûteuse inégalité des soins, où tout est dit, il reprend les statistiques du secteur, c'est très intéressant. Enfin, c'est pas son premier livre. Non. On l'avait déjà lu, de Carvazoé. C'est une synthèse brillante. Oui, oui. C'est comme le PLFSS, d'ailleurs, qu'il dénonce. C'est en général au mois de septembre, mais là, c'est au mois de mai. Alors, il y a toujours un nouveau livre. L'objectif de la ministre, elle vous a signé cet objectif aussi, c'est de réduire les actes inutiles, réduire les hétérogénéités de santé. Alors comment faire ? Parce que tout le monde est d'accord. Le constat est quand même important, 20 à 30% de ce qu'on peut appeler de gaspillage. Alors est-ce que ce n'est pas un échec de la HAS ? Est-ce que ce n'est pas quand même une grosse difficulté des professionnels de santé qui se sont... Alors vous direz, j'ai relu votre projet pour la Confédération, vous parlez de tout ça, mais on ne voit pas bien comment avancer réellement pour améliorer la situation. Est-ce que c'est des recours simples ? Est-ce que... Alors, l'une et l'un. Madame Le Gul-Ludec. D'abord, moi je crois qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle pertinence. Et vous parlez de surprescription. Je voudrais dire que... Sur ou sous-prescription, voilà. C'est ce que je voulais attirer votre attention là-dessus. La sous-consommation de soins est au moins aussi délétère que la surconsommation de soins. Quand on ne fait pas assez de dépistage de cancer du sein, colorectal, quand on ne fait pas assez de vaccination de la rougeole, quand on sous-consomme, on soigne des patients à des stades plus tardifs, on arrive à des complications. D'abord, ça obère la qualité des soins, et deuxièmement, ça coûte très cher aussi. Mais le constat, il est à peu près clair. Donc aujourd'hui, c'est comment passer la vitesse supérieure. Oui, donc c'est à la fois surconsommation et sous-consommation, c'est quand même très important. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi faire attention à ce que l'on dit à nos collègues. Il y a la pertinence individuelle dans l'acte la prise en charge du malade. Et puis, il y a l'efficience globale du système. Je pense que les deux se rejoignent très souvent, mais qu'il faut faire bien attention à distinguer les deux. Quand on parle à un praticien, on lui parle de sa pratique.
Et donc l'amélioration des... Alors, vous me posez la question des leviers, finalement. Moi, je crois moi, j'en vois 4 des leviers. Il y en a 3 qui sont... J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Je pense que la formation continue des médecins, c'est-à-dire que la médecine évolue à un rythme comme elle n'a jamais évolué. C'est une vraie porte ouverte, ça, oui. C'est une vraie porte ouverte. La formation continue des médecins, la recertification, c'est un volet important. Les incitations financières à la qualité, je pense que c'est important également. Parce que, actuellement, plus on fait d'actes, mieux on gagne sa vie. Je pense que ça ne doit pas être le seul critère. On verra que ça pose des problèmes. Troisièmement, les patients, le regard des patients est majeur. C'est-à-dire que leur avis sur les soins est extrêmement responsabilisant pour les patients, pour les médecins, et je pense que c'est extrêmement important d'en tenir compte. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Et quatrièmement, j'ajouterai le quatrièmement, parce que je pense que c'est même la motivation essentielle, parce que je suis de nature optimiste, et je pense que les professionnels de santé dans leur ensemble, ils veulent bien faire. Et que quand ils dérivent, souvent ils ne le savent pas. Et que donc la propre connaissance de leur pratique par rapport aux bonnes recommandations, mais également par rapport à celles de leurs collègues, est un facteur majeur d'amélioration. C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous avez dévié des bonnes pratiques, vous continuez tranquillement. Ça, ce sont les indicateurs sur lesquels vous travaillez. Ce sont les indicateurs. Dans le cadre de la transformation du système de santé que vous a demandé le ministre. Mais c'est extrêmement important, parce que si vous voulez financer, si vous voulez valoriser la bonne pratique, et si vous voulez tout simplement que les professionnels sachent quelle est la bonne pratique, il faut qu'ils puissent s'évaluer dans leur pratique. Donc la clé, c'est les indicateurs collectifs ou individuels? Les deux, mon colonel. Mon général. Jean-Paul, vous avez été fer de lance, il faut le reconnaître, mais bon, c'est un peu c'est quelques difficultés avec les RMO du temps de Claude Maffioli. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore un sujet qui n'est pas résolu. Comment aller plus vite? Est-ce que vous êtes partie prenante sur les indicateurs? Est-ce que vous pensez que c'est le bon système, que les médecins et les systèmes d'information qui leur disent « Ah, attention, vous dérivez pas ». Je crois que... D'abord, il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein, parce que c'est comme ça qu'on ne réussit pas. Quand on regarde les tendances lourdes... C'est un message? C'est un constat. Quand on regarde les constats... Vous trouvez, Jean-Paul Ortiz, que ça pourrait aller trop vite aujourd'hui sur ces sujets qui ont été ouverts, comme le rappelle Philippe, il y a 30 ans? Je ne pense pas qu'on aille trop vite. Je pense que la situation aujourd'hui est mûre pour évoluer. J'en parlerai tout à l'heure. Quand on regarde les tendances lourdes sur les 20 à 30 dernières années... et qu'on a commencé, comme moi à l'époque, il y a maintenant malheureusement presque une vingtaine d'années, le temps passe vite, à parler démarche qualité dans le milieu de la santé, dans le milieu hospitalier, on faisait du prosélytisme, on était regardés comme des animaux bizarres qui avions un discours issu de l'industrie. Mais si on se pense sur l'avenir, alors... Oui, voilà. Aujourd'hui, ce discours-là a pénétré la pratique médicale et il n'est pas remis en cause. Et aujourd'hui, l'ensemble des médecins, y compris dans leur cabinet, les médecins généralistes, au plus près des patients, sont imprégnés de l'ensemble de ces éléments qui, progressivement, ont pris toute leur place. Alors effectivement, souvenons-nous, vous parliez de la recertification il y a 3-4 ans, on ne voulait pas en entendre parler. Et la CSMF met sur la table une position claire sur la recertification. Je fais d'ailleurs à ce propos une conférence de presse demain où nous présenterons l'ensemble de nos propositions. Est-ce que les indicateurs Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une culture des process, qui était une culture issue de la culture québécoise, vers une culture où on est beaucoup plus imprégné des résultats à la mode anglo-saxonne ou des Pays-Bas. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais on en est encore au Moyen-Âge sur la culture des résultats, mais ça pénètre progressivement. Pourquoi? Parce que les médecins, jusqu'à présent, avaient l'impression que de toute façon, ils faisaient bien. Mais l'évaluation de la pratique professionnelle, c'est un angle majeur pour arriver à progresser. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à intégrer, en particulier avec nos outils modernes, avec les logiciels de prescription et les dossiers médicaux qui, demain, je l'espère, seront informatisés. Dans le cas de la stratégie nationale de santé, il y a des indicateurs qui vont être posés, collectifs et individuels. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous allez travailler avec? Et comment ça va se passer? Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu en retrait. Je pense que la problématique des indicateurs, c'est une problématique qui doit être aux mains des professionnels. Gardons-nous, à partir d'indicateurs, de les jeter en pâture à la presse ou aux patients
qui auront de la difficulté à les analyser. Donc je pense qu'il faut que tout ça soit géré par la profession. La profession, c'est l'HAS? En toute transparence. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me retrouver dans l'HAS en tant que professionnel de santé libéral de ville. Comment vous réagissez, Dominique? C'est pour ça que nous vous avons réunis, d'ailleurs. Manifestement, vous n'êtes pas... Il marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que j'arrive à la HAS depuis 4 mois, hein, mais je ne vois pas un groupe de travail où il n'y a pas les professionnels. Et tous les professionnels, c'est-à-dire quand on parle de parcours, on parle du médico-social, on parle du social, on parle des professionnels de santé, des paramédicaux, pas que des médecins. L'HAS, ce n'est pas un endroit de lobbying pour personne. Le but de l'HAS, c'est le soin au patient. C'est le bénéfice du patient. Voilà, donc évidemment, ça peut heurter de temps en temps des intérêts catégoriels. Mais on n'est pas là pour ça. Mais sur les indicateurs, est-ce que vous allez travailler ensemble? Mais bien entendu. C'est avec les conseils nationaux professionnels qu'on va travailler, c'est avec les CNP, mais on ne fait rien sans les professionnels à la HAS. Il n'y a pas des méthodologistes qui inventent des méthodes qui ne soient pas confrontées à la réalité. Ce serait complètement absurde. Donc tous les groupes de travail, c'est pour ça des fois on nous dit vous êtes un peu lent. Bah oui, mais parce qu'arriver à des consensus avec tout le monde autour de la table, c'est vraiment pas facile. Oui. Et Madame la Présidente, enfin, on voit bien quand même le débat qu'il y a derrière. Soit ce sont les universitaires, et pourquoi pas, donc à l'université qui font les règles, les normes, etc. Ou alors effectivement, dans la vraie vie, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Donc après tout, il n'est sans doute pas, la CSMF n'est sans doute pas la seule à la représenter, mais en réalité, c'est la médecine quotidienne. Je crois que la légitimité d'une recommandation, elle se base à la fois sur la science, sur la littérature, c'est sa légitimité scientifique, et elle se base à la fois sur les pratiques et les réalités de terrain, qui peuvent changer d'ailleurs d'un pays à l'autre, alors que les publications, elles sont internationales. Donc c'est les deux. C'est les deux, il faut arriver à concilier l'ensemble. Il me semble qu'on dit que la principale difficulté, enfin je vous pose la question, la principale difficulté c'est la diffusion de ces nouvelles règles. Et l'appropriation. Oui, oui. D'ailleurs, la presse médicale s'y était beaucoup engagée, elle s'est affaiblie et maintenant on se retrouve gros gens comme devant. C'est tout à fait vrai et c'est une des difficultés qu'on a au niveau de l'évolution des pratiques. Comment faire qu'une conférence de consensus, des règles qui doivent être élaborées, et là-dessus je suis complètement d'accord, entre la science et la pratique, dans cette alliance indispensable, comment faire que ça pénètre la vie quotidienne et l'activité quotidienne du médecin, que ça rentre dans sa pratique, dans la prise en charge de son patient. Et ça, c'est très difficile. Alors, on a souvent un regard négatif vis-à-vis de la HAS. Est-ce qu'il évolue? Est-ce que vous allez travailler avec la HAS ou est-ce que vous êtes sur votre Aventin en disant oui, mais il n'y a pas de médecins libéraux à la HAS? Je ne suis jamais sur mon Aventin. C'est vrai? Bien sûr que non. Vous le savez très bien. Si je peux me permettre, il y a plein de médecins libéraux à la HAS. Il n'y en a pas au collège, mais le collège, ce n'est pas une assemblée de parties prenantes. Ils ne sont pas là pour défendre des parties prenantes. Le collège essaye d'avoir un avis éclairé, transparent, objectif, indépendant. Je regrette qu'il n'y ait pas de libéraux au collège, mais il y a plein de libéraux à la HAS. En tout cas, bon, on n'était pas responsable. Non, mais de toute façon, dans les nommés, commissions, tout à fait. Dans les commissions de travail, et les travaux se reposent beaucoup sur les CNP, dont je voudrais rappeler ici que c'est justement cette alliance entre les sociétés savantes, qui représentent la science dans chacune des spécialités, et la pratique quotidienne représentée par les syndicats de chacune des spécialités. CNP créé par la HAS à l'époque. Et je trouve que c'est une excellente chose parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Alors les CNP, c'est un peu la solution miracle. Est-ce qu'ils sont au travail? C'est pas la solution miracle, c'est le creuser d'où doivent sortir les éléments de pertinence. Voilà. Est-ce qu'ils sont au travail aujourd'hui? Oui, ils sont au travail de façon inégale selon les spécialités. Il y en a certains qui travaillent beaucoup, qui ont déjà produit beaucoup de choses et qui pénètrent bien dans la pratique quotidienne de chacune des spécialités. Il y a d'autres spécialités où c'est plus compliqué. Je vais prendre un exemple, mais ils m'en voudront pas. C'est vrai que le CNP de psychiatrie, par exemple, a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Ils sont pas bons. Ça. Oui. J'ai pas dit qu'ils étaient pas bons. Je retard. comprends qu'en psychiatrie, c'est compliqué d'arriver à mettre autour de la table à peu près tout le monde. Les lacaniens, les non-lacaniens. Moi, je crois qu'on les sollicite beaucoup en ce moment. On est sorti de ça. Maintenant, tout est structuré dans toutes les spécialités et on avance de ce point de vue-là. Et je crois que c'est là où on va pouvoir mettre en place tous ces mécanismes de pertinence qui devront pénétrer l'activité au quotidien. Peut-être sur la psychiatrie, Madame Le Guludec, vous vouliez intervenir sur la psychiatrie? Non, j'intervenais sur les CNP en général. Je crois que c'est vrai qu'ils ont encore, pour certains, une maturité à acquérir, mais je crois qu'on les sollicite énormément dans tous les champs. On a actuellement une politique assez proactive, comme vous le voyez, et donc pour avancer,
il est évident qu'on ne peut pas se passer d'eux, parce qu'en effet, ils sont une alchimie entre le monde hospitalier, le monde libéral, et que ça permet d'avoir un avis consensuel d'une spécialité. Un vrai levier de Bien sûr, on les sollicite énormément. Alors c'est vrai aussi que selon les spécialités, ils sont plus ou moins nombreux, plus ou moins forts. Ils attendent des décrets avec des missions claires. Ils attendent, certains ont des moyens, d'autres pas. Présidente, vous ne manquez pas d'experts. On disait il y a quelques temps que tous ces grands organismes scientifiques dans lesquels vous êtes, que vous présidez, manquaient souvent d'experts. On ne disait pas ça que de la haute autorité de santé, mais enfin... Alors nous avons des règles d'indépendance qui font, en particulier vis-à-vis de l'industrie, qui font qu'un certain nombre d'experts très qualifiés ne peuvent pas travailler à l'HAS parce qu'ils ont des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt, voire avec les sujets qui sont examinés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, en arrivant ? Je pense on n'a pas le choix. C'est une demande sociétale extrêmement forte. Il y a une demande d'indépendance, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des industriels. Regardez, il y avait un sondage IFOP sur la vaccination, regardez ce que ça donne, c'est assez catastrophique la confiance des Français. Donc, pour regagner cette confiance, il faut cette indépendance. Maintenant, il faut qu'on ait des mécanismes pour pouvoir interroger les bonnes personnes, les sachants, sans pour autant qu'elles interviennent dans un vote, par exemple. Donc vous n'en manquez pas d'experts, c'était la question de Pascal. Nous n'en manquons pas, mais c'est vrai que le fait de ce tri, entre guillemets, par les liens et les conflits d'intérêts est une difficulté. Et la dimension sociétale, vous la prenez comment en compte depuis votre arrivée, c'est-à-dire impliquer les mouvements associatifs, les passions? Les passions, on va en parler un peu plus tard, oui, Pascal. Avec le sondage, c'est intéressant d'avoir avec le sondage la vision. La recertification. La recertification, oui. Pascal, voulez-vous poser une question sur la recertification? Oui. Comment ça va se passer? Oui, et puis surtout, comment ne pas monter une usine à gaz avec cette affaire? Alors, le rôle de la HAS d'abord, et puis le point de vue du... Je fais partie du COPIL qui travaille sur la recertification sous la houlette du professeur Usan et qui, pour l'instant, est en train de réfléchir justement à comment avoir un mécanisme pragmatique qui mette en relief l'expérience, le retour d'expérience des professionnels, qui mette en relief l'amélioration des pratiques professionnelles, qui repose sur un certain nombre de socles, sans monter une usine à gaz. C'est pas simple, on écoute toutes les parties prenantes actuellement, on auditionne beaucoup de monde, et il va falloir qu'on trouve un consensus pour avoir un mécanisme efficace. À quelle date ? Le rapport doit être rendu avant l'été, début juillet, je pense. Avant l'été. Jean-Paul Ortiz, vous le disiez, c'est accepté par la profession des médecins et des autres professionnels de santé? Ça dépend comment c'est fait. S'il s'agit de repasser l'examen tout au long de sa vie professionnelle, ça sera une énorme source de conflit. Mais ça ne sera pas ça. Il n'y aura pas d'examen. Si c'est pas ça, et bien entendu, j'espère que ça ne sera pas ça, en tout cas, nous travaillons pour que ça ne soit pas ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une demande sociétale. C'est une demande des patients. Je crois qu'on ne tolérerait pas de monter dans un avion si on n'était pas sûr que le pilote n'avait pas remis à jour l'ensemble de ses connaissances et ne les avait pas intégrées dans sa pratique. Et les patients en ont besoin. Ils ont besoin de cette transparence. Et les médecins doivent mettre en place les mécanismes leur permettant d'afficher cette transparence et leur permettant de répondre à cette demande des patients. Mais qui plus est, les médecins aussi en ont besoin. On parlait tout à l'heure de l'intérêt de l'évaluation des pratiques. Moi, je suis toujours frappé de voir combien mes confrères, et moi-même en tant que médecin de terrain, puisque je continue à exercer, on est toujours passionné de voir nos résultats, en particulier en termes d'indicateurs. Et puis au-delà des patients et des médecins, notre système en a besoin. Notre système en a besoin parce que si on veut améliorer la coordination, développer la pertinence, bref, aller vers une culture à la fois de la qualité et de l'efficience, il est indispensable qu'on mette en place ce type de mécanisme dans l'ensemble des professionnels de santé. Les médecins sont en train de l'accepter à condition que ça soit volontaire, que ça soit pas compliqué, parce qu'effectivement, il faut que ça soit un mécanisme relativement simple, parce que excusez-moi Philippe, mais on fait déjà beaucoup de choses dans le cadre de notre formation continue, de l'amélioration de notre pratique, de l'évaluation des pratiques au quotidien. Il faut qu'on arrive à structurer un petit peu tout ça, à l'organiser mieux, probablement à mettre en place un mécanisme itératif.
itératif, peut-être tous les 5 ans. Enfin, D'accord. on discutera de ces éléments-là. Oui. Mais je crois qu'il y a vraiment des choses à construire. Madame Le Guludec. Je crois qu'on ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire que l'évolution de la médecine est tellement rapide. Évolution des actes, évolution des médicaments, regardez l'hépatite C, le traitement de l'hépatite C, évolution des connaissances sur l'endométriose, et puis de l'autre côté, l'évolution de la demande sociétale des patients. Je pense qu'avec ces deux contraintes-là, c'est juste, on ne peut tout simplement plus s'en passer. Alors oui, il faut trouver un consensus sur comment y aller. Oui. La question en réalité, c'est que on ne peut plus s'en passer, certes, mais on voudrait se demander, en tout cas nous demandons en observateur attentif, comment ne pas faire en sorte que ça devienne aussi compliqué que la formation médicale continue, le DPC, etc., dont on ne sort pas. Enfin, nous avons l'impression que nous sommes vraiment engalaninés. À l'HS, nous avons un exemple très précis. Je crois que les CNP en sont extrêmement contents. C'est celui de l'accréditation des professionnels des professions à risque. C'est eux qui font, c'est eux qui créent les organismes agréés. L'HAS est là pour légitimer ce qu'ils font, agréer les organismes et puis s'assurer que les choses évoluent dans les bonnes pratiques, que le contenu... Voilà. Mais l'HAS est juste là pour outiller les CNP, pour leur permettre de faire remonter ce retour d'expérience. Et puis par ailleurs, après, nous nous en saisissons parce que la remontée des événements indésirables des praticiens, c'est extrêmement riche d'enseignements pour améliorer le système dans son ensemble. Donc je crois que ce type-là d'organisation qui est centré, là encore, sur les professionnels, sur les CNP, avec un outillage méthodologique, avec une légitimité qui est donnée et un œil impartial, quelque part, c'est un bon système. Autre évolution, Pascal, peut-être qui va arriver le 15 septembre, très, très rapidement, il y a une accélération, c'est la télémédecine quand même. C'est un domaine très, très important qui peut complètement modifier la pratique médicale et la relation des patients avec les médecins. Pour la HAS, aucune situation clinique n'est exclue a priori. Donc comment ça va se passer? Quel est le point de vue de l'HAS? Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter un peu plus? Et puis, est-ce que ça va être, selon vous, un feu de poudre, quelque chose qui va se développer très rapidement? Et est-ce que le patient pourra, chez lui, prendre son iPhone, son smartphone, on va dire, se connecter sur un réseau sécurisé et poser les problèmes qu'il a à son médecin? Alors, la position de l'HAS, et en pratique, Jean-Paul Ortiz, comment ça va se passer? Est-ce que c'est une vraie révolution? Dans tous les pays où ça a été introduit, c'est une révolution. C'est-à-dire que l'usage est énorme, massif, et va plus vite que tout ce que les pouvoirs publics imaginent. Donc oui, la télémédecine fait partie des outils qui vont se développer. Il ne faut pas le nier. On nous a saisis pour savoir s'il y avait des pratiques, des situations cliniques dans lesquelles il ne fallait absolument pas faire de télémédecine. A priori, non. Ça se juge au cas par cas. L'excision d'un mélanome? Non, il est évident qu'on ne va pas faire un geste pratique. Tout ce qui demande le contact physique entre le médecin et le patient, ça ne sera pas de la télémédecine. Ça, c'est du bon sens. Donc, on a défini des critères d'éligibilité pour les professionnels. Et puis, ce qu'on va faire en fin d'année, c'est un guide portant sur le bon usage et la bonne pratique de la télémédecine. Et ça sortira à peu près en fin d'année. Là aussi, on le fait avec les professionnels. On ne l'invente pas tout seul. On regarde ce qui se passe à l'étranger, etc. Mais c'est clair que ces techniques vont se développer. Il y aura des recommandations organisationnelles, formation pour la télémédecine, lieu de réalisation, des recommandations sur la prise en charge du patient, sur la technique, comment conserver la traçabilité de ce qui est fait, et puis sur la mise en œuvre, par exemple l'avis du patient, parce qu'il va falloir lui demander son consentement, son avis. Donc ce guide va reprendre un certain nombre de... Voilà, il va aider les professionnels, les outiller pour faire les choses intelligemment. Alors pour les médecins, c'est quand même un grand saut en avant, voire un saut dans l'inconnu. Comment ça va se passer à votre avis? Alors, au-delà de la rémunération sur laquelle vous avez trouvé des accords, si j'ai bien compris. C'est un peu plus compliqué que ça. Au 15 septembre, tous les Français, et je me félicite de cette ouverture que nous avions demandée, pourront accéder à leur médecin, puisque nous serons dans le cas du parcours de soins, leur médecin traitant habituel ou leur spécialiste qui les a déjà vus une première fois, en téléconsultation, grâce à un système de vidéotransmission, quel qu'il soit, il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui, qui soit sécurisé dans les critères des espaces de données de santé. Mais le patient, lui, pourra prendre n'importe quel outil? Le patient pourra prendre un outil, se connecter avec un rendez-vous préalable, parce que je ne vois pas comment en pratique ça va pouvoir se faire, avec son médecin et faire une téléconsultation. Mais il pourra prendre au point où nous en sommes, Philippe, je voudrais quand même, si vous le permettez,
en tant que médecin, dire que la téléconsultation ne pourra pas remplacer entièrement la consultation médicale et cette rencontre, ce dialogue singulier qu'il y a entre un patient et le médecin qu'il a choisi, pour une raison aussi triviale qu'un examen clinique. C'est pour ça que nous avons voulu faire entrer la téléconsultation dans le parcours de soins d'un patient que l'on connaît. Bien. À partir du 15 septembre, ça va se mettre en place progressivement et nul doute que beaucoup d'endroits vont se développer, en particulier dans les EHPAD, en particulier dans les zones sous-denses, puisque nous allons organiser des réponses territoriales, en particulier pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant, puisqu'aujourd'hui il y en a malheureusement en France. Et je suis sûr que tout ça permettra de faciliter un accès aux soins pour l'ensemble des Français. Mais ma question, Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'il va falloir aller, faire, pour le patient, avoir une téléconsultation dans un endroit particulier, ou est-ce qu'on pourra faire ça à terme, à son domicile, avec l'outil informatique qu'on a? Oui, et deuxième question dans le même sens que Philippe, est-ce qu'il faudra qu'il y ait un médecin et un médecin, ou il pourrait y avoir un paramédical et un médecin? Il peut y avoir tout simplement un patient d'un côté et son médecin de l'autre. Et un paramédical, un soignant et un médecin, vous êtes d'accord? Bien entendu. Oui, bien sûr. Alors après, il faudra voir les modalités, en particulier de rémunération. Si une infirmière libérale, pour prendre un exemple, accompagne un patient d'un côté lorsqu'il fait une téléconsultation avec son médecin de l'autre, ça, ce sont des aspects qui ne sont pas tout à fait encore calés. Mais vous, Pascal, vous pourrez, après avoir préalablement pris rendez-vous avec votre médecin habituel, faire une téléconsultation via vos appareils de connexion modernes. Donc, on n'a pas entendu. Mais attention, avec son smartphone, on pourra connecter avec son médecin. Je répète que ce n'est pas FaceTime ou Skype. Vous passerez forcément par un tuyau sécurisé. Mais est-ce que c'est vous qui décidez? Vous avez l'air d'être très sûr de vous sur ça. Les négociations, c'est comme ça que ça va se passer? De toute façon, c'est calé comme ça. Les espaces sécurisés se font. C'est normal, c'est un problème. Attendez, je pense que là, il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi en téléconsultation. Nous avons voulu préciser les choses de façon à éviter deux dérives. La première, garantir au patient qu'il est dans un espace sécurisé, parce que les médecins ont toujours été extrêmement soucieux de l'espace de confiance qui se crée et donc du secret médical et de la préservation du secret médical. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis que, excusez-moi, ça ne sera pas par Facebook. Oh, j'allais le dire. Mais bien sûr. La deuxième chose qu'on a voulu éviter, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'assureurs complémentaires ont développé des mécanismes d'avis médicaux avec des plateformes qui ont peut-être leur place, mais que je considère comme étant des produits d'appel dans une logique de politique commerciale. Nous avons voulu éviter un financement par l'assurance maladie obligatoire de ces produits d'appel dans le cadre d'une politique commerciale. Pourquoi? Pas parce qu'on est des affreux vilains, parce que ceci sort complètement d'une prise en charge coordonnée du patient dans le cadre du parcours de soins. Donc, c'est pour ça qu'on s'est calé sur ces critères qui sont absolus, des critères de sécurité dans les échanges par vidéotransmission et un parcours de soins respecté. Pour la téléconsultation. Pour la téléexpertise, c'est un peu plus compliqué, mais la téléexpertise, si c'est finalisé, mais c'est l'avis d'un médecin qui va demander son avis entre guillemets expertal à un autre médecin, le plus classique étant un médecin généraliste qui va demander son avis à un médecin spécialiste. Ça va faciliter un accès aux médecins spécialistes parce qu'il y a souvent des délais de rendez-vous très importants et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais là aussi, c'est le médecin traitant. C'est votre médecin, Philippe, qui va demander à son compagnon dermatologue si la lésion cutanée que vous avez là, est-ce qu'elle a éventuellement un geste à faire ou pas, ou est-ce qu'il vous la surveille tranquillement. Voilà l'idée de cette téléexpertise et cette facilitation dans le circuit. Sur un certain nombre de plans, c'est-à-dire que l'acte de téléconsultation ou de téléexpertise, ce sera un acte médical comme un autre. Et donc ça doit se faire, en effet, avec une qualité, avec une méthodologie adaptée. Et c'est pour ça qu'on d'ailleurs on travaille sur ce guide, parce que je pense que c'est nouveau, et que donc là aussi, il faut outiller les professionnels, que ce soit les médecins, les infirmières qui participeront, de façon à ce qu'on sache
dans quelles sont les règles appliquées pour que ce soit fait de façon sécure, de façon oui, mais qualitativement. vous nous confirmez aujourd'hui tous les deux que cela pourra être entre une infirmière et un médecin. Alors, chez les ophtalmos, par exemple, entre un orthoptiste et un ophtalmo, tout ça, c'est clair? C'est clair pour vous, hein Alors attention. J'avais l'impression que ça n'était pas autant. Non, mais c'est très clair. Entre un orthoptiste, ce qui est développé en particulier sur les rétinographies, entre un orthoptiste et un ophtalmo, c'est un système qui est différent puisqu'il s'agit d'un examen réalisé par un orthoptiste qui est analysé ensuite par un ophtalmo dans son cabinet, dans un cas d'un article 51 expérimental qui maintenant a été calé de façon à faciliter le suivi de la rétinopathie. Donc on est dans un cadre un peu différent. La téléconsultation, c'est le patient qui consulte avec son médecin. La téléexpertise, c'est votre médecin traitant qui demande son avis à un autre médecin. Ça, c'est calé. La négociation est finie. Les tarifs sont ce qu'ils sont, ils sont insuffisants à notre avis sur la téléexpertise. Pourquoi? Parce que la CNAM est tétanisée, parce qu'elle a l'impression que ça va exploser. Ça ne nous aurait pas étonné que ce soit insuffisant pour vous, Jean-Paul. C'est pas un problème de tarif, c'est un problème de valeur de l'acte médical, vous le savez bien Philippe. Moi je ne pense pas que la téléexpertise va exploser partout, je pense que ça va être un élément facilitant le suivi des patients. Madame Le Guludec, là, de ce point de vue, on ne peut pas craindre une redondance des actes. C'est vrai que Philippe a raison. Je pense que la téléexpertise comblera un manque d'accès, en particulier aux spécialistes dans beaucoup de régions. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Et pour le patient, il pourra faire ça avec son smartphone tout simple. Si vous l'avez eu la réponse à la question. Bien entendu qu'un acte médical, il se fait dans des conditions particulières. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la traçabilité des échanges. Voilà. Non, mais il y a des aspects à sécuriser. Est-ce qu'il pourra prendre son téléphone, son smartphone, se connecter sur un réseau sécurisé d'accord. Peu importe l'outil, ça peut être un ordinateur, ça peut être effectivement un smartphone. Je dis simplement que vous ne pourrez pas, Philippe, prendre votre smartphone. La téléconsultation s'aide d'objets connectés par Skype. On peut s'aider d'un stéthoscope où on écoutera le patient, on peut s'aider d'un certain nombre d'outils, et une bonne téléconsultation s'aidera d'outils. Et donc je pense que le smartphone à domicile ne permettra pas, c'est un téléconseil que vous demandez, mais pas une téléconsultation. Vous avez parlé d'expériences étrangères, on peut terminer et puis passer à la suite. Mais madame, vous avez évoqué des expériences étrangères. Sur quel modèle vous comparez, ou quel modèle nous devrions suivre? Je déteste les modèles. Voilà, alors donc Pascal, on s'enrichit de ce qui se passe à l'étranger et on crée notre modèle français. Pascal, il faut passer aux patients. Oui, eh bien écoute, voilà. On a un sondage très intéressant. Oui, alors on a un sondage très intéressant et on remercie tout particulièrement notre partenaire BVA, et c'est notre ami Renaud Degas qui va nous dévoiler les résultats du jour. Nous vous écoutons, mon cher Renaud. Eh bien, nous disons donc. On a d'autres questions. Toujours prêt. Toujours prêt. Au contrepoint. Oui, donc la question du jour était sur la demande des Français en termes d'implication dans la décision médicale. Autant dire, c'est très simple, il n'y a pas photo, puisque 94% des Français, qu'ils aient ou non été dans une situation médicale importante dans les 3 dernières années, veulent être associés ou être plus associés qu'ils ne l'ont été. Donc il n'y a pas de débat sur, en tout cas, l'intention des Français d'être associés à la décision médicale. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, dans le sondage peut ressortir que dans les 3 dernières années, vous avez à peu près 62% des personnes qui ont été confrontées à une décision médicale importante. Dans ce cadre-là, il y en a 37% qui auraient souhaité être plus impliqués dans la décision médicale. Et, non, pardon, excusez-moi. 39% qui estiment avoir peu ou pas été impliqués dans la décision médicale, et 73% de ces 39%-là voudraient l'être plus. Voilà, c'était la subtilité. Et que donc, la question qui peut se poser, est-ce que 61% des Français qui estiment avoir été beaucoup impliqués dans la décision médicale, est-ce que c'est un bon chiffre ou c'est pas un bon chiffre aujourd'hui? Voilà. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas été confrontés à une décision médicale importante et qui donc là répondent en théorie. Et là, là aussi, c'est 96% à vouloir, a priori, être impliqués dans la décision médicale. Ce qui, en soi, ne paraît pas important. Par contre, je trouve que ces chiffres lancent un certain nombre de questions parce que
visiblement, donc ils ne veulent pas être déchargés de la chose médicale. Ils veulent être impliqués. Mais après, comment? Et j'imagine, j'imagine que c'est les questions qui se posent à la HAS et dans les commissions médicales. Qu'est-ce qu'être impliqué dans la décision médicale? Et j'imagine que ça va être très différent d'un patient à l'autre. Donc ça, c'est peut-être aussi des questions qui sont importantes. Et l'autre point qui est à souligner, c'est que, et peut-être pour modérer ce chiffre, c'est que les gens qui veulent être a priori impliqués, on peut aussi se poser la question sur le fait que le jour où ils sont confrontés vraiment à une maladie grave, est-ce qu'ils sont toujours dans cette même intention d'implication à la décision médicale ou pas? C'est plutôt un débat ouvert sociologique. Alors vos réactions, est-ce que c'est pas étonnant, pour reprendre les chiffres qui sont... Après, il y aura 2 questions. Voilà, des questions de l'assistance, est-ce que c'est pas étonnant que 3/4 des Français, parmi les 39% qui n'ont pas ou peu participé à la décision médicale, souhaitent être davantage impliqués? Oui. Est-ce que ça n'est pas trop? Est-ce que ces chiffres, finalement, ne marquent pas quand même une sorte de mouvement presque consensuel et trop consensuel? Absolument. Alors trop sûrement pas, je pense que c'est une demande sociétale extrêmement forte. Les patients veulent être impliqués dans la stratégie de leur prise en charge, et on sait tous, par la littérature et par l'expérience, que c'est un gage d'amélioration des pratiques, de l'amélioration de l'adhésion au traitement, de l'amélioration de l'observance, de l'amélioration des résultats. Donc c'est pourquoi ça ne se fait pas alors? Alors, déjà, vos chiffres, moi, ne m'ont pas étonné, puisque vous savez que nous, sur le champ de l'hospitalisation, MCO, nous avons un dispositif où nous demandons l'avis des patients, la satisfaction des patients, c'est ISATIS, et qu'il y a des questions qui posent sur leur implication dans la démarche thérapeutique, de la démarche de leur prise en charge. Et les résultats, c'est 70% de patients qui pensent qu'ils ont été correctement impliqués dans la décision, et il y a quand même 30% qui pensent qu'ils ne l'ont pas été assez par rapport à leurs souhaits. Donc il y a une marge de progression importante, même à l'hôpital. Vous voyez, et vous faites des recommandations par rapport à ça? Oui, il y a des recommandations. On a fait un guide sur la décision partagée. Enfin, on fait des guides à la fois pour les patients et à la fois pour les professionnels. Parce que je pense que c'est une culture qui change. Une culture, ça ne change pas en un jour. Une culture, les professionnels, les patients doivent les deux se l'approprier, ce changement culturel. Et puis là aussi, il faut les outiller, parce que c'est pas si simple, ça s'invente pas toujours. Et la vie des patients, la remontée de la vie des patients est extrêmement importante pour en juger. C'est parfois une charge lourde pour les soignants également. Oui, c'est pas facile quand même, Jean-Paul Ortiz. Je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Le Guludec. Je pense que nos rôles respectifs ont changé. On voit bien que au siècle dernier, mais il y a encore quelques décennies, le patient était dans une position d'ignorant vis-à-vis du médecin qui était le savant. Et forcément, non seulement il ne partageait pas la décision, mais c'était une décision sentence. Or aujourd'hui, le patient est beaucoup mieux informé, pas toujours à bon escient, pas toujours dans les meilleures conditions. En tout cas, il a accès à l'information, ne serait-ce que par les outils modernes d'accès à l'information. Et la demande en soins est très différente. On est passé d'une demande d'une pathologie aiguë avec une guérison qu'on espérait dans un avenir court à des pathologies chroniques. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le médecin est beaucoup plus, non pas dans une logique de guérison, mais dans une logique d'accompagnement de pathologies chroniques, y compris du cancer, y compris de plusieurs cancers qui vont s'accumuler tout au long de la vie, ce qui fait que le défi que doit relever le médecin vis-à-vis de son patient, dans ce climat de confiance dont je parlais tout à l'heure, c'est l'adhésion à ses propositions thérapeutiques et à son plan. Et dans ce contexte-là, il est clair que la parole du patient devient de plus en plus importante à prendre en compte. Or, on a un problème qui est celui de la formation et de la sélection. Mais le médecin n'est pas seul. Et nous ne sommes pas, tout à fait, nous ne sommes pas initialement habitués à ce type de démarche. Et l'empathie, ça ne sélectionne pas par le concours de première année. Mais est-ce que le médecin ne devrait pas plus travailler en équipe pour faire de l'éducation thérapeutique? Nous le faisons de plus en plus. Avancée. Et ça veut dire que, par exemple, en cancérologie, les consultations d'annonce sont des facteurs extrêmement importants parce qu'il y a une reformulation avec notre professionnel de santé dans des termes qui sont
pas forcément exactement les mêmes, qui permettent un niveau de compréhension qui n'est pas tout à fait le même que ce que le médecin a pu expliquer à son patient. Et je crois que ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Le développement de l'éducation thérapeutique, l'accompagnement des pathologies chroniques par l'ensemble d'une équipe soignante, voilà des pistes vers lesquelles nous serons amenés à aller, de façon justement à avoir cette adhésion du patient au protocole de soins que nous lui proposons dans ces accumulations de pathologies chroniques. Moi, je crois que je vous rejoins tout à fait. Ce que veut le patient, c'est que son projet de soins rejoigne plus son projet de vie. Et ça nécessite un dialogue. Voilà. Mais il veut bien au-delà. Et je pense que ça va au-delà de ça. Je crois que les patients veulent être impliqués dans tous les choix qui se font, pas seulement à titre individuel, mais même collectif. C'est pour ça que nous, à l'HAS, dans le projet stratégique, je peux vous dire qu'on va beaucoup axer sur l'implication des patients. Implication des patients comme experts. Ils sont actuellement, et c'est récent, inclus dans les commissions réglementée de l'HAS, choix des évaluation des médicaments, évaluation des dispositifs, évaluation des actes. Ils ont leur mot à dire. Implication dans tous les groupes de travail, implication dans l'élaboration des recommandations. Deuxièmement, il faut aussi les prendre. On parlait d'évaluation des résultats, mais leur avis compte énormément. Leur capacité fonctionnelle à la sortie d'une prothèse orthopédique, par exemple. Ces résultats qui comptent pour les patients, ils sont extrêmement importants à prendre en compte également dans l'évaluation des résultats. Et on en parlait tout à l'heure, l'importance qu'on va avoir. Donc je crois que l'implication des patients, elle dépasse largement, elle l'est dans le colloque singulier avec le médecin, mais elle dépasse largement ça aussi. Des questions Alors, il y en a deux. Un tout petit point juste avant. Le sondage BVA qui a été fait pour cette matinée sera à disposition sur le site La Veille des acteurs de la santé. Les deux questions, il y en a une qui rejoint exactement ce que vous venez de dire, mais qui est plutôt sur un sentiment d'acceptation. Quelle est aujourd'hui l'acceptation du rôle des patients dans les institutions de santé par les professionnels de santé? On sait que voilà, le fait qu'ils interviennent en amont sur des processus de décision, comment c'est perçu? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une maturité là-dessus qui a bougé? Et la deuxième question, c'est sur la télémédecine. Vous avez très bien expliqué votre volonté d'encadrer, etc. Mais c'est un problème qui ressurgit à chaque fois qu'on parle d'innovation et de digital. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre volonté d'encadrement soit complètement submergée? Vous l'avez dit, dans les pays qui l'ont mis en place, ça va très vite. Est-ce qu'en tant qu'institution, vous avez le rythme, le tempo pour être bien en encadrement et non pas être suiviste en fait sur les pratiques qui vont se mettre en place sur le terrain? Madame Le Guludec, avez-vous le tempo? Très rapidement, en tout cas, on va essayer d'aller... on est au travail, je peux vous le dire, dans l'institution. Sur tout ce qui est e-santé, on travaille beaucoup. Et ça va, c'est la télémédecine, mais c'est aussi l'intelligence artificielle, c'est les dispositifs connectés. Enfin, la e-santé occupe beaucoup la HAS en ce moment. Ça fait partie des innovations extrêmement importantes à évaluer, parce que là encore, toute innovation n'est pas progrès, et qu'il faut savoir ce qui représente un progrès pour les patients. C'est notre point de vue à nous. D'accord. Voilà. Alors, la télémédecine, est-ce que vous craignez une flambée? Je pense que sur la télémédecine, l'ouverture à tous les patients au 15 septembre est de nature à faire que l'assurance maladie obligatoire prenne toute sa place. On n'empêchera pas des offres commerciales, un deuxièmeavis.com, une plateforme, produit d'appel de telle ou telle structure. Ce qui est important vis-à-vis de ces évolutions qui vont faciliter l'accès aux médecins, qui vont faciliter le parcours de soins, qui vont faciliter la coordination, c'est que nous n'allions pas vers un système à deux vitesses. Et le fait que l'assurance maladie prenne toute sa place dans le cadre structuré, vous qualifiez cela d'encadré, moi je pense que c'est surtout structuré pour une bonne qualité de la prise en charge, va de ce point de vue-là dans le bon sens. Après, les autres joueront leur rôle qu'ils auront à jouer, peu importe, et chacun y retrouvera les siens. Dans votre question, je pense qu'il y a quand même un point important qui mérite d'être souligné. Aujourd'hui, les attentes des patients et les attentes des professionnels ne sont quand même pas les mêmes. Il y a un décalage. Moi, j'entends Alain Michel Serretti dans le projet de transformation, dans la stratégie de transformation du système de santé. Nous sommes copilotes avec la CNAM, France Asso Santé et l'HAS sur qualité-pertinence. Et j'entends ce qu'il nous dit. Les patients remontent un désir de coter leur médecin comme ils cotent leur hôtel, sur 5, avec 4,2, 4,8.
Ça, clairement, ce n'est pas ce que souhaitent les professionnels. Donc il va falloir trouver un consensus entre ce qu'attendent les patients qui sont habitués à ce genre d'outils et ce qu'attendent les professionnels, parce que les professionnels veulent que ça améliore leur pratique. Ils ne veulent pas juste être notés comme un notaire. Et ça se passe bien, votre groupe, puisque vous en parlez entre M. Lyon-Camp et M. Serretti et vous, ça avance On a bien beaucoup de travail, parce que le rythme qui nous est imposé est L'ambiance est extrêmement bonne. serré, là aussi. C'est un rythme macronien, c'est vrai. Alors, Et l'ambiance est bonne, le tempo est bon là. Le tempo, Vous on rendrez va votre arriver à trouver, voilà, on va fournir un cadre de travail pour avancer le plus rapidement possible sur les chantiers. Il y aura des mesures qui seront prises dans le prochain PLFSS. Nous l'espérons. Oui, Vous et vous l'espérez. annoncerez excusez-moi, mais sur votre mission, la vôtre, vous annoncerez vos résultats ou en Ça tout sera cas vos inclus dans le recommandations. PLFSS. Oui, non, mais il y aura décisions. quand même la remise On d'un nous a rapport. demandé pour l'instant de ne pas trop communiquer sur le contenu, parce qu'il est encore en élaboration, on consulte énormément. Et donc, je pense qu'il faut attendre que le produit soit mûr, comme on dit. Dernière question, Pascal, peut-être sur les innovations. On est frappé par le système de soins et percuté par de nombreuses innovations, les données de santé, l'intelligence artificielle, l'innovation organisationnelle avec le fameux article 51. Est-ce que vous pensez que ça va, tout ça, pour conclure un peu, vraiment modifier la pratique médicale, en bien, en mal? Quels sont les risques? Quelles sont les opportunités? Est-ce que l'article 51 et les innovations organisationnelles, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est une énième innovation, expérimentation qui vont se perdre dans les limbes? Le regard sur toutes ces innovations. Moi, je suis frappé de ce qui se passe dans le pays, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre système de santé va pas très bien. Il y a du trou dans la raquette dans l'offre de soins. Les Français disent qu'ils ont du mal, pour un certain nombre d'entre eux, à trouver un médecin traitant. Ils se plaignent de délais d'obtention de rendez-vous chez un médecin spécialiste. On sait qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement dans la coordination. On a un système très solidaire, mais dans le même temps qui est très inégalitaire sur son reste à charge. Et il y a là aussi des trous dans la raquette. Bref, il y a des choses à revoir et il y a des choses à réformer. Mais je suis frappé de voir que sur le terrain, les professionnels de santé, les médecins libéraux, etc., s'organisent beaucoup plus rapidement que l'impression qu'on en a lorsqu'on reste à l'intérieur des murs de la vue de Ségur. Et je crois que de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est d'arriver à faire remonter toutes ces expériences, de les accompagner et pas de complexifier. Moi, ça me frappe quand je vois que tel ou tel ARS, dans telle ou telle situation, fait un cahier des charges de 40 pages. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est le monde ancien, ça. Donc, voilà, il faut arriver, et de ce point de vue-là, peut-être que j'ai tort, et je suis comme Madame Le Gullec, moi je suis un optimiste, je crois qu'il faut arriver avec l'article 51, cet article d'innovation. C'est une vraie opportunité pour vous. Oui, dans lequel il y a des fonds qui sont mis, qui sont significatifs. Il faut arriver justement à accompagner tout ce qui se fait sur le terrain, de façon à faire que toutes ces innovations deviennent une réalité et fasse que notre système de santé bouge. Et je peux vous assurer qu'il bouge. Vous allez voir dans les jours prochains, on parlait de la recertification, vous allez voir au niveau de la pertinence des choses tout à fait nouvelles qui vont émerger. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont en train aujourd'hui de bouger. Je m'en félicite. Il faut accompagner ce mouvement. Surtout, éviter notre tentation française bien connue qui est cette dérive bureaucratique, normée, etc. Au contraire. Et les libéraux sont prêts à jouer le jeu. Oui, les libéraux sont prêts à jouer, mais ils le font déjà. Ils le font quelquefois en transgressant les règles, les règlements, etc. Parce que c'est comme ça qu'on avance, et je suis désolé. Au lieu de rappeler et de faire des rapports au règlement, il faut au contraire laisser faire, accompagner et voir si tout ça est pertinent et va dans le bon sens. Et je crois que la puissance publique doit jouer ce rôle-là de manager et non pas un rôle de censeur et de réglementaire. Madame la Présidente. Alors d'abord, l'innovation, en ce moment, elle est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a rarement eu un rythme... Bon, je suis médecin depuis quelques années, je ne dirais pas mon âge, mais on a rarement vu un rythme d'innovation comme on l'a aujourd'hui. Et pourtant, vous avez innové, vous, avec la médecine nucléaire. Oui, on a innové, mais je peux vous dire que le rythme d'innovation, alors c'est les produits, on a des nouveaux médicaments qui arrivent en quantité, mais à des prix astronomiques. On a des anticorps qui coûtent 300 000, 400 000 euros l'injection. On a des dispositifs médicaux, on a l'intelligence artificielle, on a des innovations organisationnelles. On a vu avec la e-santé. Le rythme d'innovation est majeur.
en même temps, c'est une chance. C'est une chance pour les patients, c'est une chance pour les professionnels de santé, tous. Simplement, je suis d'accord qu'il ne faut pas brider l'innovation, et on est tous d'accord là-dessus. Nous en faisons une priorité, l'accès à l'innovation. Et la politique nationale de santé en fait une priorité. Mais il faut quand même l'encadrer, parce que, je suis désolée, il faut que cette innovation soit utile. Nous avons un système solidaire, donc il faut choisir les innovations, parce que l'argent qu'on met à droite, on ne le met pas à gauche. Il faut qu'elle soit sécurisée, parce que les patients nous en voudraient si on mettait des innovations sur le marché remboursées alors qu'il y a des effets secondaires qui sont trop importants. Et puis il faut qu'elle soit soutenable par le système. Donc il faut en même temps réfléchir, si vous voulez que l'innovation soit justement accessible par tous les Français, qu'elle soit soutenable. Comment faire en sorte que ça n'aggrave pas les inégalités de santé, comme l'a déploré un Eh certain bien justement, think tank. l'évaluation, toutes ces innovations, est extrêmement, à la fois sur le côté utilité, progrès médical, et sur leur efficience, extrêmement importante. Et sur toutes ces plateformes qui se créent, Jean-Paul Ortiz disait on ne peut pas les stopper. C'est votre sentiment également si elles sont inutiles, dangereuses, etc., est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas mission de les stopper, de les arrêter? On parlait... excusez-moi Pascal, mais on parlait de l'innovation qui effectivement doit être soutenable et doit rentrer dans un cadre solidaire. C'est ce que nous venons de faire sur la télémédecine avec la téléconsultation et la téléexpertise. Ça n'empêchera pas que d'autres acteurs jouent leur propre rôle. Moi, ce qui m'importe en matière d'organisation du système de santé en France, parce que je suis attaché à une médecine libérale et sociale, c'est qu'effectivement, on cultive la qualité dans une soutenabilité et dans cet espace solidaire qui est la caractéristique de notre système de santé français. On y est tous extrêmement attachés et on est là pour le défendre et on sait le faire. La preuve, on vient de le faire. Quelle est l'ambiance, Jean-Paul Ortiz, sur le terrain? Dans d'autres secteurs, ça bouge, donc chez les médecins, à l'hôpital. Vous n'êtes pas inquiet de l'agitation sociale qui pourrait exister? Et à ce titre-là, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, la convention médicale, vous la rejoignez ou pas? Écoutez, on a une assemblée générale extraordinaire fin mai. On vient d'avoir une négociation d'avenant avec des aspects qui sont positifs, d'autres qui le sont moins. Ce sera l'assemblée générale extraordinaire qui tranchera. Mais quel est votre sentiment au fond? L'ambiance politique aujourd'hui a changé et il est clair qu'il y a des mouvements qui se font à la fois dans le pays par le biais de l'innovation en matière de santé, mais y compris au niveau des différents corps sociaux. Donc je crois qu'on est dans un monde qui bouge et un monde qui change. Et la CSMF a toujours été, quelquefois dans une opposition ferme et déterminée, on vient de le prouver, mais la plupart du temps, ça a toujours été un syndicat qui a su apporter sa contribution aux grandes évolutions, qui les a portées et qui a, la plupart du temps, été pionnière dans ces modifications d'organisation de notre système. Donc vous êtes pour signer la convention, si j'ai bien compris vos propos. Adhérez à la CSMF, vous voterez pour et vous verrez bien qui gagne. Vous nous direz ça quand Madame Le Gudec va intervenir. Madame Le Gudec. Oui, madame. Oui, je dirais que l'attention du système, on la vit tous. Il faudrait être sur la planète Mars pour ne pas la voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation des besoins médicaux. Elle est majeure, la transition épidémiologique, les maladies chroniques, etc. Il y a une transition importante. Deuxièmement, il y a un rythme d'innovation inédit. Donc, et jusqu'à présent, moi je dois le dire quand même, il faut le dire, nous sommes un pays où l'accès à l'innovation est extrêmement favorisé par rapport à nos voisins. À ce jour, il y a énormément de dispositifs pour accélérer l'innovation, même si ce n'est jamais assez, et pour la rendre disponible à tous les Français. Donc le challenge est de maintenir ça, de le garder dans le rythme actuel. Pascal, il faut conclure. Voilà, bien d'abord, on vous remercie. On vous applaudit. Nous avons été très heureux de vous rencontrer, alors de retrouver le nouveau président élu avec un score de maréchal, maréchal Sissi de la médecine, Jean-Paul Ortiz, 80%, 98%. Voilà. Et Madame Le Gudec, la nouvelle présidente de la Haute Autorité de Santé. Merci à celles et ceux qui font les contrepoids de la santé. Alors, merci Philippe. Merci à Pascal, Renaud, merci à Françoise Millet et merci à l'équipe technique, Emmanuel T, Philippe, Théo, Mathieu. Merci à nos partenaires, nos chers partenaires, Point Vision, également Intermutuelle Assistance, MSD, le groupe Pasteur Mutualité, PVA, Carte Blanche. On se retrouve la prochaine fois avec qui, Philippe? Pour parler d'éthique et de bioéthique avec le professeur Jean-François Delfrécy et un invité surprise. Alors Philippe, le dernier mot, qui a dit que la plus grande qualité de l'homme, c'est d'avoir des défauts?
Madame Le Guludec. Voilà, bon retour, nous vous laissons réfléchir à cette maxime. Bon retour à tous et à la prochaine fois.